Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de EducPop TV. Aujourd'hui, nous allons parler de handicap, mais juste avant, générique. Tout d'abord, merci de nous suivre et de partager et liker toutes nos vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube La Ligue de l'enseignement de l'heure. Merci de nous suivre et merci d'être de plus en plus nombreux. Comme je vous disais en introduction, nous allons parler d'éducation, parler de handicap. Et notre premier invité, c'est Riyad Salem, qui représente l'association CAPSA. C'est notre rubrique C'est quoi ? Riyad, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? On se maintient avec cette chaleur, tous ces chamboulements sur notre planète. On fait aller. Alors, première chose, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, un petit peu nous dire qui tu es. Oula, ça va prendre un petit peu de temps. Et est-ce que je sais qui je suis vraiment on dit de moi que je suis un sportif. J'ai été en équipe de France de natation, en équipe de France de basket. Et pour ma pré-retraite, je suis en équipe de France de rugby fauteuil. Je suis actif dans beaucoup d'associations, et l'association CAPSA dont je suis fondateur. Et je suis aussi entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Voilà, un petit peu en résumé. Sacré éventail d'activités en tout cas. Tu manques pas de temps. On a une vie bien remplie. Alors, on t'a invité pour parler de CAPSA, vu que tu es le fondateur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont les missions de CAPSA ? Alors, CAPSA, c'est un nom un peu étrange. Ça veut dire Cap, Sport, Art, Aventure, Amitié. Dans le mot handicap, on a choisi plutôt de prendre le cap, l'objectif à atteindre, le défi, t'es cap, t'es pas cap. Et donc après, c'est nos premiers amours, c'est le sport. Comme on avait des copains et des copines trop lourdement handicapés pour pratiquer une activité physique, on s'est aussi ouvert sur l'art. Moi, avant de monter cette association, je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale. Donc, c'est la fameuse aventure, de Aventure. Et puis, une des grandes mères du mouvement sportif, on le connaît, on le sait tous, c'est l'amitié. Donc voilà, et donc c'est une bande d'amis qui étaient handicapés et non handicapés, qui ont décidé un petit peu d'inverser le monde. On ne comprenait pas pourquoi le handicap, on devait s'intégrer dans un monde qui était dit aux valides et que rien n'était forcément accessible et que c'était un monde qui excluait les autres. Donc on s'est dit, on va faire l'inverse, on va inviter les gens qui n'ont pas de handicap à se mettre sur un fauteuil parce que quand tu peux marcher, tu peux t'asseoir, tu peux te lever. Mais nous, on ne peut pas forcément se mettre debout pour jouer avec les autres. Et surtout, dire le monde, il doit plutôt s'adapter aux personnes handicapées parce qu'une porte plus large, une rampe, un ascenseur, ça permet à tout le monde, quel que soit son âge, de pouvoir circuler et de vivre bien. Donc voilà, et on a décidé pour faire passer le message, pour accepter le handicap dans notre société, d'utiliser le sport, l'art, la culture. Voilà. Et depuis, on s'est aussi orienté beaucoup vers la jeunesse parce qu'on pense que c'est les jeunes qui vont changer ce monde. Nous, les anciens, on a fait quelques petits trucs sympathiques, mais il y a encore du boulot. Et donc, en permettant aux jeunes de comprendre les valeurs de notre pays, de la République, la citoyenneté, le civisme, peut-être qu'ils feront en sorte qu'on vit dans un monde qui est accessible à tous. Alors nous, la Ligue de l'enseignement, on partage ces valeurs. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les actions qui sont menées par CAPSA, comme le Cap Classe, l'EduCap City ? Alors, le CAPCA, c'était une de nos premières actions. C'était d'aller dans les écoles, dans les universités, d'aller un petit peu partout. Et on mettait les gens en situation de handicap. Au début, c'était pour sensibiliser au handicap. Après, on s'est très vite aperçu, parce que l'idée, elle était au début, en tant que sportif, on nous invite pour parler du handicap. Et un jour, j'ai une directrice d'une école qui me dit, Monsieur Salem, vous ne voulez pas venir chez nous ? Il y a une maman qui m'a interpellé parce que son fils handicapé lui a demandé si après l'école, il allait mourir. Il n'avait jamais vu d'adulte handicapé. Donc c'était un peu surprenant. Et on est arrivé dans son école, parce que c'était une école où il était dans une école ordinaire. Et quand on est arrivé dans cette école, les enfants pensaient qu'on naissait handicapé. Alors que c'est 80% des handicaps, c'est acquis au cours de la vie. Et donc on a fait une petite sensibilisation. Et puis après,
de la sensibilisation au handicap, on a commencé à faire de la prévention, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des jeux un peu bizarres, le jeu du foulard, des gamins qui sortaient d'une télévision où ils avaient regardé un match de catch et qui reproduisaient ça dans les escaliers de l'école. Donc voilà, on est parti sur ça, et au fur et à mesure, après, on est aussi parti sur la différence, sur les discriminations. On s'est aperçu que, au fur et à mesure des années, les technologies évoluaient, et les réseaux sociaux étaient hyper discriminants et même menaient des enfants au suicide, à une forme de violence psychique. Donc voilà, donc on a élargi à chaque fois, au fur et à mesure du temps, notre discours. Et il y a quelques années, on a lancé un grand programme qui s'appelle Educap City, qui est issu de l'ancien City Red, qu'on a récupéré. Et évidemment, maintenant, ce rallye civique citoyen est dans plus d'une vingtaine de villes. L'objectif, c'est d'apprendre aux jeunes, aux enfants, la ville, l'histoire de leur ville, de leur pays, de comprendre les acteurs de la cité, les institutions, les associations, les entreprises, comment tout ça fonctionne. Parce que aujourd'hui, ils sont là, ils consomment un petit peu tout ça. Ils se rendent pas forcément compte des enjeux et de l'importance des règles qui ont été mises en place. Pendant ce confinement, Riyad, j'imagine que comme tous les événements, l'Educap City a été annulé par la force des choses. Qu'a fait l'association CAPSA? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement? On a transformé le S de sport en solidarité. On a fabriqué des masques avec des couturières de cœur. On a lancé un mouvement qui s'appelle Au masque citoyen, et après on a distribué des denrées alimentaires et des repas. Et aujourd'hui, on est sur le 93, 94, 75, et on est à plus de 4000 bénéficiaires. Par semaine, on distribue tout ça, avec plein d'associations amis, des collectifs d'associations qui se regroupent et qui donnent un gros soutien à toutes ces grandes associations qui habituellement font ça toute l'année, comme le SAMU social, le Secours populaire, le Secours catholique. Donc voilà, on est à leur côté là en ce moment, en espérant que les choses vont revenir rapidement dans l'ordre, et que toute l'énergie des jeunes qui se sont impliqués dans ce projet puisse aller vers ces grandes et ces belles associations qui œuvrent toute l'année pour la solidarité. On travaille avec cette émission et avec nos actions de la Ligue de l'enseignement à placer l'éducation au cœur des projets politiques. C'est quelque chose que toi, en tant qu'individu, tu adhères à cette idée? C'est plus que j'adhère, j'essaye d'y contribuer à mon niveau. L'éducation, c'est évidemment c'est la vie de l'intelligence de chacun de nos concitoyens. On a la chance d'être dans un pays démocratique, et pour que cette démocratie puisse vraiment être en bonne santé, il faut que notre jeunesse, que les concitoyens aient l'esprit critique. Parce que là, on a tendance à être dans la critique. Et l'esprit critique, on peut l'avoir grâce à l'éducation, parce que c'est un apprentissage de comprendre comment les choses fonctionnent, de pouvoir questionner, pas tout gober dès qu'on nous dit quelque chose, aller vérifier si c'est vrai. L'intelligence d'une démocratie et sa santé. Et la santé d'une bonne démocratie, c'est l'éducation. Exactement. Merci beaucoup, Riyad, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. Je ne sais pas si tu veux un dernier mot, le mot de la fin, si on a évoqué un peu toutes les actions de CAPSA et les idées. Ouais, on n'a pas évoqué toutes les actions de CAPSA, mais vous êtes tous les bienvenus. On a fait une cagnotte qui s'appelle le collectif Cap Solidarité, et donc vous pouvez nous soutenir. Et le mot, c'est n'oubliez pas que si vous voulez soutenir les personnes qui sont en difficulté, on peut le faire avec un tout petit geste, et ça commence par un sourire. Donc voilà, et qu'on en a bien besoin aujourd'hui de cette solidarité. Et je pense que si la France s'en sort assez bien par rapport à d'autres pays, c'est grâce à ces associations de loi 1901 qui fait que chaque citoyen peut avancer, n'attend pas que les choses viennent d'en haut, de droite, de gauche, mais que eux peuvent vraiment œuvrer avec des petites choses. Ce que disait l'abbé Pierre, ne pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Et dans la phrase qu'on a fait pour Cap Solidarité, le collectif, on s'est inspiré de Jules Verne, et on a fait une phrase qui est que chaque
Là, ça recommence à chauffer. Tu es avec nous toujours, hein, Riyad. Tu es toujours avec nous. D'accord, ok. Je suis avec vous. On ne peut rien faire de grand en humanité sans des petits gestes de solidarité. Voilà. Eh bien, donc soyons grands en humanité. ouais. Soyons ensemble, en tout cas. Merci C'est beaucoup. ça. Toute la Ligue se joint à moi pour te faire un sourire, pour être un premier maillon du sourire. Merci beaucoup. Tu peux rester encore avec nous, puisqu'on a encore un invité à découvrir. C'était Riyad Salem, donc le fondateur de l'association CAPSA. Maintenant, nous allons aller rencontrer Marion, qui est conseillère en accessibilité. Et c'est Antoine qui va vous la présenter. Et ça, c'est notre rubrique « C'est qui ?» Bonjour Marion, comment ça va? Bonjour Antoine, vous allez bien? Moi je vais bien parce que quand je trouve une personne souriante et qui a envie de partager un moment avec nous sur le plateau télé des Duc Pop Truck, ça me va bien autant. Marion, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton handicap et comment s'est passé ces dernières années et comment tu as réussi à passer cet handicap dans ce monde de brutes? Effectivement, dans ce monde de brut, parce que ça a été particulièrement difficile. Je peux l'avouer maintenant avec du recul finalement, parce que quand on est dans le bain, on va dire, on se rend pas forcément compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis malentendante, donc malentendante de naissance. Donc c'est pas quelque chose qui est héréditaire dans mon cas, mais c'est quelque chose qui m'a été transmis, on va dire. Ma mère de naissance a une maladie et du coup ça m'a impacté. Et voilà, c'est à l'âge de 3 ans finalement que j'apprends à entendre des sons puisque je suis appareillée à partir de cet âge-là. Donc à 3 ans, j'ai que peut-être 5 mots peut-être dans mon vocabulaire et je vais devoir apprendre à parler. Et sauf que je dois déjà prendre le chemin de l'école. Donc c'est, on va dire, le chemin un peu le parcours du combattant qui va commencer. Et c'est un parcours où je vais pouvoir compter sur le soutien et l'aide de nombreuses personnes, parce que finalement, dans mon parcours scolaire, je vais rencontrer beaucoup de personnes qui soit ne comprennent pas le handicap, soit n'ont pas envie tout simplement. Hein. Il y a beaucoup d'ostracisme dans ce monde-là aussi, aussi bien de la part des camarades, mais surtout de la part des enseignants. Donc, ça va être tous les soirs quasiment pendant des années des cours particuliers, parce que j'ai la chance en fait d'avoir des parents qui peuvent me payer des cours particuliers. Donc tous les soirs ça va être ça, voilà, retravailler les cours de la semaine grâce aux notes que vont me passer un ou deux camarades. Ça va être aussi des sessions chez l'orthophoniste pour apprendre à m'exprimer correctement, mine de rien, c'est pas rien. Et aussi à retravailler les cours. Parce qu'en fait, j'ai alterné deux mondes, c'est-à-dire je suis à la fois allée dans des classes dites ordinaires, voilà, avec des élèves entendants. Puis très tôt, on s'est rendu compte que j'étais larguée forcément parce que je comprenais rien en fait, j'entendais pas. Et je vais faire un petit passage dans ce qu'on appelait à l'époque une ULIS. Donc en fait, c'est les classes pour l'inclusion scolaire, ce qu'on appelle maintenant en fait des ULIS. C'est l'équivalent, on va dire. Et là, je vais réapprendre les bases, c'est-à-dire savoir lire l'heure, savoir compter un peu, voilà, jusqu'à 100 finalement. Bon, les bases qui vont me permettre de revenir dans l'école ordinaire. Sauf que le passage a été un peu compliqué puisque finalement, je passe de l'apprentissage jusqu'à 100 au 10 puissance 10, à des programmes divers et variés. Mais quand même, je persiste parce que j'ai mon caractère aussi et mon objectif était déjà très 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 net, c'est pouvoir avoir accès à l'enseignement et pouvoir aller là où je veux aller comme les autres en fait. Donc là-dessus, je flanche pas, il n'y a pas de discussion à avoir, je vais jusqu'au bout. Et c'est là que donc j'enchaîne sur un bac art appliqué parce que j'ai plus de facilité avec les arts finalement, j'ai une sensibilité visuelle aussi qui fait que je suis attirée par les arts. Et je fais ça aussi pour suivre les conseils de ma famille, de mes proches. Et ensuite, donc j'ai mon bac, je redouble jamais. Dans mon parcours, je redouble pas.
Et j'accède à l'université et là, je vais faire 5 ans d'histoire de l'art. Donc je reste dans cette branche-là. Et à l'issue de mon master d'histoire de l'art, je me dis que j'ai pas fini en fait. Et j'ai envie de continuer parce que j'ai envie d'avoir un autre bagage, parce que je sens qu'il me manque quelque chose. Et c'est là que je reviens finalement dans le monde du handicap, parce que j'ai envie d'avoir une autre posture, c'est-à-dire plus la posture d'une femme finalement qui a un peu été victime et qui subit les choses, mais plus avoir une posture d'une femme qui va pouvoir aider les autres, ceux qui n'ont pas forcément eu de la chance, ou qui ont eu moins de chance que moi, parce qu'il y en a. Hein. Et c'est là du coup que je vais renchaîner vers une autre formation, donc une licence en langue des signes française, qui va être portée plus sur l'accessibilité culturelle, hein, l'accessibilité dans les musées. Et c'est là que je vais apprendre la langue des signes, donc j'avais déjà des bases hein, quand même, mais c'est là que je vais surtout rencontrer bien le monde des sourds et m'ouvrir aussi à un autre aspect de ce handicap-là. Je vais enchaîner dans un autre master en sciences de l'éducation parce que je voulais aussi savoir comment on pouvait s'adapter aux différentes personnes, à s'adapter à leurs difficultés. Parce que tout le monde n'a pas forcément un handicap, mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient. Et donc là, pareil, j'ai mon master et j'enchaîne sur un autre master, donc cette fois, pour boucler la boucle, on va dire, qui va me spécialiser dans l'accessibilité culturelle, mais sur tous les types de handicap. C'est-à-dire pas uniquement les sourds et malentendants, mais aussi le handicap mental, le handicap visuel, voilà, tous les types de handicap. Et je vais aller à Paris et pendant ce master-là, je vais faire un service civique qui va me faire rentrer dans le monde du handicap mental. Parce que j'avais plus envie de faire des stages de 1 mois, 2 mois. J'en ai fait plein, hein, des stages dans les musées. Là, je voulais vraiment être engagée. Et du coup, ça m'a permis de travailler notamment dans une grande bibliothèque, donc la Bibliothèque nationale de France. Et mine de rien, ça m'a permis aussi d'avoir un gros bagage, une certaine expérience, qui a fait qu'à l'heure actuelle, je travaille dans un grand musée et je fais un travail qui me plaît particulièrement, puisque finalement, il regroupe un peu mes deux compétences, on va dire, c'est-à-dire le monde de la culture et le monde du handicap. Alors aujourd'hui, vu ton parcours, est-ce que tu penses que le regard qu'on a sur le handicap a changé ou parce que c'est vrai que de plus en plus il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été mises en place, l'accessibilité, hein, comme ton métier, hein, on y travaille beaucoup, mais qu'est-ce qui reste à faire de primordial et de rapide pour que on change le regard de la différence alors que la différence est superbe? C'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire. Moi, je dirais que il faut déjà, dès le plus jeune âge à l'école, sensibiliser les élèves au handicap, à la différence. Parce que c'est dès le plus jeune âge, finalement, qu'on peut accepter plus facilement, en fait, ces différences-là. Et inciter, voilà, les élèves à apprendre la langue des signes, par exemple. Alors, pas forcément à atteindre des niveaux de fou, mais voilà, quelques bases. Parce que je pense que c'est en touchant à ce noyau-là que petit à petit, après, la société va être plus tolérante. Parce que c'est certes, le monde a changé, la société accepte plus le handicap. Il y a eu la loi de 2005 hein, qu'on connaît, qui fait en sorte que l'accessibilité soit quelque chose de primordial dans les musées, dans toutes les structures. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il reste quand même des choses qui restent compliquées, des secteurs qui restent inaccessibles pour les publics en situation de handicap. Donc moi, je miserais sur l'école, sur donner les moyens et la possibilité aux gens de s'ouvrir à ce monde-là. Parce que c'est pas quelque chose de forcément inné, finalement. Donc je dirais plus ça, finalement, en particulier. Alors certes, dans le monde de la culture, il y a déjà une ouverture puisqu'on voit de plus en plus, par exemple, des vidéos en langue des signes française. Donc les gens sont plus sensibilisés à cette question-là. Là, il y a eu il y a pas longtemps les discours du président Emmanuel Macron qui a été secondé d'un interprète en langue des signes française. Donc ça a permis en fait au public de savoir ce que c'était. En fait, ils ont vu voilà des personnes signer à côté.
Ils ne savaient pas. Et du coup, il y a eu pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, sur qu'est-ce que c'est la langue des signes, pourquoi il y a des interprètes en langue des signes, comment on devient interprète, et qui fait que là, mine de rien, le monde s'ouvre à ce monde-là et il peut inciter les gens à peut-être à travailler dans ce domaine-là. Alors, donc, je pense qu'il faut continuer, quoi. Voilà, Marion, on est à un moment particulier. On a été tous confinés, on y est encore ou plus ou moins. On est entre nous deux. Si tu avais un projet à mener, si le monde d'après change complètement et on peut le changer tous les deux, tu me proposerais quoi comme projet à mettre en place pour que au moins le regard de la différence permette un partage? Déjà, moi, je miserais sur le numérique parce que là, effectivement, avec le confinement, on est obligé de trouver des solutions alternatives. Et nous, entre autres, on va se concentrer sur le numérique. Donc, par exemple, pour le public sourd et malentendant, ça va être de diffuser des vidéos sous-titrées en langue des signes française, avec des transcriptions aussi pour l'autre type de public. Enfin bref, tout un tas de dispositifs sans rentrer dans les détails qui sont possibles via le numérique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, qu'on peut faire déjà dans un premier temps. Après, il ne faut pas non plus tout miser sur le numérique parce que il ne faut pas oublier les publics qui n'ont pas accès, qui n'ont pas Internet forcément ou qui n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux. Donc, il faut à ce public-là aussi leur proposer autre chose sur place, on va dire. Mais à l'heure actuelle, effectivement, ça reste compliqué. Ça va être réfléchi plus dans un second temps pour pouvoir respecter ces mesures de distance, de sécurité. Mais ça va être donc plus sur le numérique et aussi faire en sorte que les informations puissent être transmises par d'autres biais, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ça reste dans le numérique, mais c'est encore quelque chose d'un peu plus décalé. Et si par exemple dans les musées il y a du public qui veut venir, si on a des masques, ne pas ne pas se dire que le masque ne va être forcément quelque chose qui va couper la communication, parce que certes ça va être une barrière pour beaucoup de personnes, mais il faut associer ce dispositif par autre chose, par exemple des ardoises pour écrire, un centre de transcription, un relais téléphonique, bref, tout un tas de dispositifs qui fait que on va apporter de la chaleur humaine et ne pas tout miser sur le numérique, c'est-à-dire ne pas oublier que derrière la technique, il y a aussi de l'humain. Oui, je pense que c'est quand même important. Alors, j'espère qu'on va se voir physiquement un de ces jours pour qu'on partage des choses ensemble. Sache que la Ligue sera toujours auprès du handicap parce que d'abord certaines personnes, on les côtoie depuis très longtemps dans la Ligue de l'Eure. On monte des événements qui s'appellent Cap pas Cap où on fait de l'accessibilité et on montre. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que si on passe par le monde de l'enfant, le regard des autres changera et on le voit bien sur des écoles où il y a une mixité, systématiquement les uns sont aidants avec les autres et il y a pas de violence. Maintenant, si tu avais un message à passer aux gens qui regardent toujours le handicap comme une grosse différence, ce serait lequel ? Ce serait un message assez court. Ce serait un message qui dirait que il faut pas avoir peur de la différence parce que c'est de la différence qu'on se nourrit et qu'on grandit finalement. Et que aux personnes qui voient des personnes qui sont en difficulté, qu'elles n'aient pas peur d'aller vers elles pour les aider, qu'elles n'aient pas peur de faire un faux pas en fait, de se tromper parce que ça peut arriver aussi. Souvent il y a des personnes qui ont peur de mal faire et qui du coup préfèrent ne rien faire. Je pense que c'est pire de ne rien faire dans certains cas. Il vaut mieux aller et du coup la personne, si elle se sent un peu blessée ou elle sent que vous avez mal agi, va vous le dire simplement en fait. Voilà, n'ayez pas peur de la différence, allez-y. De toute façon, on est tous différents, hommes, femmes, petits, grands. Le handicap, c'est qu'une différence en plus finalement. Faut pas avoir peur, quoi. Ton musée rouvre quand ? On pourra y retourner quand ? Ça, je sais pas encore. Les dates n'ont pas encore été fixées, donc je peux pas vous dire, mais on espère très bientôt. Bravo à toi, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Et puis,
On t'invitera sur un plateau pour nous faire le langage des signes, pour qu'on fasse une accessibilité. Et puis, l'histoire des films, on y réfléchit et on le partage quand tu as besoin, tu nous appelles. Ça marche, je vous partage les films en langue des signes quand vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Allez, voilà, vous ne connaissiez pas Marion, eh bien voilà, vous avez rencontré une belle personne. Bien sûr, la Ligue avec le handicap, c'est une chose importante. Et puis on se retrouve avec nos prochains invités très prochainement. Allez, je vous embrasse. Merci Antoine pour cette rencontre avec Marion. Pour terminer l'émission, nous allons rencontrer Patrick Alizard qui va nous présenter son établissement au cœur de notre belle région, la Normandie, pas loin de Caen. Et ça, c'est notre rubrique « C'est vous ». Patrick, bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment allez-vous ? On va dire bien, et mieux qu'il y a quelques dizaines de jours. Le confinement a été compliqué. Le déconfinement est malgré tout un peu moins compliqué parce que on retrouve les enfants et les jeunes. Les salariés reprennent le travail progressivement aussi. Donc, on n'est pas dans une normalité, mais voilà, ça s'y rapproche un tout petit peu, même si c'est cadré par des protocoles sanitaires très drastiques et très contraignants. Parce que malgré tout, il faut qu'on fasse attention à la sécurité de tout le monde. Mais voilà, moi, je vais mieux et je pense que les enfants et les salariés vont aussi mieux puisqu'ils commencent à reprendre un peu de vie professionnelle et d'accompagnement pour les Alors, gamins. pour bien comprendre qui vous êtes, quelle est exactement votre structure ? Notre structure, c'est un dispositif depuis le 1er janvier. Alors, un dispositif d'accompagnement et de ressources médico-sociales géré par la Ligue de l'enseignement de Normandie. Ce dispositif, c'est anciennement un IME, un institut médico-éducatif, et un CESAD, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui sont basés, il y a 2 sites, le site, comme vous disiez, de Fleury-sur-Orne et un site sur Caen. On accompagne des jeunes, des enfants, des jeunes, des adultes, de 0, comme on dit, à 20 ans, qui présentent un handicap et une déficience intellectuelle. On les accueille, on les accompagne, on les accueille sur site et on peut les accompagner sur leur lieu de vie. Alors, je peux détailler, si vous voulez, en quoi consiste l'émission. Puisque... Oui, savoir un petit peu comment vous mettez en place les accompagnements, comment peuvent se passer aussi la scolarité, l'éducation de tous ces jeunes. Alors, ce que je vous disais, depuis le 1er janvier, on est en dispositif. Alors, c'est tout nouveau dans le Calvados. On est un des premiers IME et CESAD à être en dispositif. Ce n'est pas que des mots d'être en dispositif. Le mot signifie qu'on propose à tous les enfants un certain nombre de prestations, même si le mot n'est pas joli, peut-être pas adapté à nos secteurs, mais c'est ça, c'est un certain nombre de prestations dans une réactivité importante. L'idée, c'est que en rendant des comptes à la Maison départementale des personnes handicapées, on peut proposer en fonction de notre évaluation ou des besoins ou des demandes de l'enfant, de ses parents ou du jeune adulte, plusieurs sortes d'accompagnement. Soit on accueille sur site, soit on accompagne au domicile au sens large du terme, puisque notre projet d'établissement qui date de 2017 est basé sur l'inclusion. Donc ça veut dire qu'on considère, comme beaucoup d'associations, que la place de la personne handicapée, elle n'est pas prioritairement au sein d'une institution, au sein des murs, mais au sein de la société, là où il doit avoir sa place. Et c'est pas aux jeunes de s'adapter, aux personnes handicapées de s'adapter, mais à la société s'adapter. Et nous, en tant qu'institution, c'est pour ça qu'on a changé de nom, et qu'on s'appelle plus IME, CESAD, mais accompagnement et ressources. On est là pour accompagner, entre guillemets, le monde dit ordinaire, pour pouvoir qu'il s'adapte ou qu'il comprenne comment on peut accompagner dans un milieu ordinaire, que ça soit en classe, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans l'habitat, comment on peut accompagner des enfants, des jeunes adultes qui ont des difficultés, mais qui ont aussi des compétences. Donc voilà, c'est toutes sortes d'accompagnements. Alors ça va de l'accueil, pour répondre à votre question, de l'accueil en journée à temps plein,
de l'accueil à temps partiel en journée où l'enfant peut aller à l'école et à l'école primaire, au collège, et venir l'après-midi sur site parce qu'il a besoin de prise en charge spécialisée. Ça peut aussi un accompagnement d'enfants, de jeunes adultes en école primaire qui sont à temps plein en école primaire, en collège, en lycée, en club, en formation, en lycée de formation ou en centre de formation. Et là où ce sont les professionnels qui se déplacent, qui accompagnent, qui accompagnent les professionnels. Ça peut aller aussi ce qu'on appelle dans notre jargon des classes externalisées. Donc actuellement, depuis septembre 2019, nous avons une classe externalisée de gamins d'âge primaire où, au-delà d'avoir inscrit les enfants dans l'école et qu'ils ont une salle, on a mis à disposition une professeure des écoles et des éducateurs. Alors, c'est pas pour recopier ce qui se fait sur notre site, c'est surtout aussi pour que les enfants puissent vivre avec les enfants du quartier, vivre avec d'autres enfants qui sont scolarisés dans plusieurs classes, mais aussi pour qu'ils puissent participer à des activités en commun. Alors, ça va du chant, ça va au sport, ça va à des matières un peu plus scolaires. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là. Et l'intérêt aussi des interventions de professionnels sur les différents sites, que ce soit dans les classes, dans les écoles, dans les centres de formation, dans les habitats, c'est que les professionnels, et ça c'est important et c'est un changement de paradigme pour nos métiers, notre secteur, c'est qu'on est ressources. C'est-à-dire qu'on peut être force de proposition, force de conseil auprès de professionnels, auprès d'intervenants, d'encadrants qui n'ont pas l'habitude d'accompagner des personnes en situation de handicap. Et c'est là où on joue notre rôle d'accompagnement, de changement de la société, même si on est à notre petit niveau à Fleury-sur-Orne et à Caen. Qu'est-ce que justement ça apporte, cette inclusion? Alors, aux jeunes qui fréquentent votre établissement, j'imagine que ça permet de développer plein de choses au niveau social et puis de la prise de confiance. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes valides, finalement, qui sont aussi au contact de ces jeunes? L'idée, c'est que notre projet s'intitule « Vers une société inclusive ». Alors, ça peut peut-être un peu paraître pompeux, pardon. Mais l'idée, c'est que, puisque plus on va faire côtoyer des enfants dits ordinaires avec des enfants qu'on pourrait appeler extraordinaires, différents, c'est que l'acceptation de ces enfants qui vont commencer à côtoyer des enfants qui ont des différences, quand ils vont les croiser ou les côtoyer dans le monde professionnel, l'appréhension, il n'y aura plus d'appréhension et il y aura une meilleure acceptation, il y aura du soutien, il y aura du tutorat, il y aura de la paire et danse. Cette idée, c'est que moi, je voudrais aussi développer cette inclusion au niveau de la petite enfance, parce que évidemment, plus on commence tôt, plus on commence à faire côtoyer les enfants ordinaires et extraordinaires ensemble, l'acceptation se fait plus facilement dans les générations qui suivent. Donc c'est cette idée-là. Et puis il y a surtout pour les enfants je prends l'exemple de la classe externalisée, ce sont souvent des enfants aussi donc ils ont entre 7 et 11 ans, puisque c'est sur l'âge primaire. C'est des enfants qui ont eu des parcours scolaires chaotiques, des fois difficiles, des parents qui ont mal vécu ce parcours de leurs enfants dans leur scolarité. Et là, on a une vraie valorisation positive des enfants et de leurs parents. On a vu à la rentrée septembre 2019 des parents accompagnés au même titre que les autres enfants sur cette école de Caen. Les enfants avaient avec leur nouveau sac, leur nouvelle trousse, ça paraît des détails, mais c'est très important. Les parents ont pu rentrer et avaient un sourire, je crois que c'était assez émouvant de voir à nouveau les parents regarder leur enfant comme un élève et pas comme un enfant qui présente un handicap. Et donc, et en plus, pour arriver à ça, si je veux faire un peu d'histoire, on arrive à cette rentrée scolaire en 2019, il a fallu travailler longtemps avec l'école, avec l'équipe pédagogique, qui avait, pour revenir un petit peu aussi à ce que je vous disais sur l'appréhension des adultes, qui avait aussi des appréhensions. L'équipe pédagogique de cette école disait c'est pas possible, vous allez nous rajouter des enfants. Et il aura fallu qu'on leur explique que nous, c'était pas seulement inscrire les enfants à l'école, c'est venir avec ce que je vous disais, des compétences. Donc il y a des éducatrices, il y a une institutrice spécialisée, il peut y avoir la psychologue, il peut y avoir la psychomotricienne, pardon, j'en bafouille, qui viennent accompagner
les enfants dont on a la charge dans le dispositif, mais qui peuvent proposer aussi à d'autres enfants, en accord avec les parents, des ateliers de graphisme, tout ça. Donc voilà, et c'est ça qui va faire que notre société va pouvoir évoluer. Puisque, évidemment, on n'est pas la seule institution dans le Calvados, en France et en métropole, je veux dire, qui sont dans ces actions-là, puisque c'est une dynamique, une vraie politique de mise en place et qui va dans le bon sens, à mon avis. J'allais justement vous demander, est-ce que c'est une dynamique qui est soutenue par les politiques, justement, d'avoir un établissement comme le vôtre, ou est-ce que c'est difficile et c'est encore un peu de la résistance? Alors, on est soutenu et... Alors, quand vous dites soutenu, je ne sais pas si c'est... on est accompagné dans ce sens-là. C'est-à-dire que, je vous disais qu'au 1er janvier, on s'appelait dispositif, mais c'est aussi dans le cadre de ce qu'on appelle, là où vont aussi tous les établissements et toutes les structures, dans ce qu'on appelle, j'espère pas avoir trop de jargon, un CPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui est signé par l'association pendant 5 ans, qui nous donne des moyens qui malheureusement sont assez contraints. C'est voilà, nous vivons entre guillemets notre budget est financé par les caisses primaires d'assurance maladie. Donc vous savez où en est la sécurité sociale. Donc on ne peut pas avoir des moyens extraordinaires. On a les moyens suffisants pour pouvoir aller vers ce projet. Et puis on a des objectifs à atteindre qui vont dans le sens de l'inclusion. Donc il y a un accompagnement, un soutien, une écoute. Et pour faire un lien avec ce qui s'est passé depuis le 17 mars, je crois que les rapports ont peu changé avec notre tutelle, l'Agence régionale de santé, qui ont pu voir aussi qu'on était en capacité de s'adapter, de proposer des modalités d'accompagnement complètement innovantes et différentes pour les personnes en situation de handicap. Donc oui, il y a du soutien à leur niveau. L'ARS reste, même s'ils font bien leur travail, mais reste un service déconcentré de l'État. Et donc, ils sont, voilà, comme c'est des préfets, c'est la même chose qu'un préfet. Donc, il y a du soutien avec les moyens qu'ils ont. Voilà. Quel est le lien avec les familles de vos jeunes et encore plus avec le confinement? Ça devait être assez particulier. Vous disiez avoir des difficultés tout à l'heure. Oui, il a fallu inventer, dans le cadre en plus contraint qui nous était imposé, il y a eu des contacts pendant les 55 jours de confinement, une évaluation pour toutes les familles. On accompagne, on accueille 180, on a un agrément pour 180 jeunes au dispositif. Donc c'est assez énorme. Quand je dis famille, bien sûr, il y a les familles naturelles, on va dire des enfants. Il y a aussi les familles d'accueil, parce qu'on a des enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance, donc qui sont placés en famille d'accueil. On a aussi des enfants qui sont placés en foyer de l'enfance, qui sont aussi placés, confiés à la protection de l'enfance. Donc, il a fallu très vite évaluer les besoins de chacun. Et on l'a fait toutes les semaines pour pouvoir adapter l'accompagnement qui allait à du soutien téléphonique, que ça soit de la part de l'éducateur, de la psychologue ou du responsable de service, à ce qu'on appelle dans notre jargon aussi des VAD, des visites à domicile, avec des protocoles très adaptés, et ou des temps de répit, puisque vous imaginez bien ou vous imaginez pas, mais ça a pu être difficile pour beaucoup de parents qui ont eu à garder leur enfant, qu'ils soient ordinaires ou pas ordinaires, ça peut être difficile, il y a eu pas mal de tensions, oui. Et il y a des enfants comme ceux qui nous sont confiés, qui ont des troubles, et pour qui le confinement est plus difficile, et puis des parents qui peuvent être aussi en difficulté. Donc, on a proposé beaucoup de visites à domicile et des temps de répit sur le site de Caen, ou avec des protocoles particuliers. Comme son nom l'indique, ça permet aux parents et aux jeunes de respirer, voilà, de prendre du temps, et puis de pouvoir proposer un peu des activités un peu particulières. Il y a eu aussi un gros travail de l'équipe pédagogique qui a aussi proposé du soutien pédagogique à distance avec les personnes qui avaient les moyens techniques de le faire, où on a fait des envois par la poste. Donc voilà. Et puis on a été sur Baudreau, on a eu j'ai eu très vite envie d'être dans une solidarité territoriale. Donc j'ai proposé à l'ARS aussi de pouvoir proposer des accueils d'urgence 7 jours sur 7, c'était aussi comme ça on l'appelait. Donc on a proposé sur le secteur de Caen des accueils d'urgence 7 jours sur 7 pour des enfants qui pouvaient être en situation difficile, obligatoirement confiés à notre établissement. Donc on a accueilli
pendant une trentaine de jours, 7 jours sur 7, 2 jeunes, qui a mobilisé beaucoup de personnel, mais aussi avec un partenariat avec d'autres établissements. Donc ça a modifié pas mal le secteur. Mais je digresse un peu, mais beaucoup de changements, de modifications dans ce confinement. Comment? Beaucoup de changements et de modifications de fonctionnement. Oui, mais par rapport aux parents, le retour que j'en ai et par l'intermédiaire des éducateurs référents et des responsables de service, c'est que ils ont apprécié notre bienveillance, notre soutien et ce qu'on a pu proposer. Donc voilà, on a été auprès d'eux au maximum de ce qu'on pouvait être. Et là, sur le plan de réouverture qui a été validé par l'ARS, on est aussi dans un fonctionnement un peu progressif. On n'accueille pas les jeunes tous les jours. On fait beaucoup là de visites à domicile, de temps de répit. Mais là aussi, on est obligé de rentrer dans des protocoles sanitaires contraints pour rassurer les familles, hein, parce qu'il y en a certaines qui ont refusé de nous les confier à nouveau, à raison peut-être, hein, puisque ça c'est des choix personnels. Mais voilà, on invente des choses aussi là. Ok, merci beaucoup Patrick pour votre intervention et qu'on vous ait pris quelques minutes sur votre journée. J'espère qu'on n'a rien oublié. Je ne sais pas si vous aviez une chose à rajouter. Mais je vous remercie de m'avoir interviewé. C'est une première pour moi. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Mais on a sûrement oublié des choses. Il y aura sûrement d'autres choses à dire. Et c'est dommage que votre intervenant n'est pas là. J'aurais aimé échanger avec votre intervenant qui nous a quittés et qui avait d'autres obligations. Donc, je serai prêt à renouveler l'opération avec plaisir. Pas de problème. Je vous invite à rester de toute façon, à regarder jusqu'à la fin de l'émission. Merci beaucoup Patrick en tout cas et à très bientôt. Voilà, c'était Patrick Alizard qui se trouve en Normandie dans un bel établissement. Pour nous, l'émission se termine. On va se quitter avec un reportage sur Isabelle Bachelet qui travaille au CDOS. Vous allez tout comprendre, elle va tout vous dire dans son petit reportage. Je vous invite bien sûr à aller sur la page de la Ligue de l'enseignement de l'heure pour partager, commenter, liker, parlez-en autour de vous. Et puis on se retrouve dans un prochain numéro. À très bientôt et merci de nous suivre. Alors, bonjour, moi je suis Isabelle Bachelet, chargée de mission sport et handicap au comité départemental olympique et sportif de l'Eure depuis 2011 maintenant. Alors en tant que chargée de mission sur la commission essentiellement, une des actions principales c'est de sensibiliser sur la thématique sport et handicap, que ce soit auprès de scolaires, alors énormément, on a une grosse action handicapeur sur le département de l'Eure de sensibilisation en milieu scolaire, donc en partenariat avec l'éducation nationale. Et puis on sensibilise également tous les clubs sportifs du département, environ 1400-1500 clubs sur le département, qu'on essaye aussi de sensibiliser à la thématique et de former, d'amener aussi de la formation pour ces clubs qui souhaitent accueillir ou qui accueillent déjà des sportifs en situation de handicap. Alors, on met de la formation gratuite en place, donc on va parler, alors pour les clubs essentiellement, on va parler des différentes pathologies qu'ils seraient susceptibles d'accueillir au sein de leur club, les différents types de handicap qui pourraient se présenter à eux et comment adapter au mieux en fait la pratique sportive. Donc, soit par le biais de matériel, adapté avec du matériel, mais c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours besoin d'adaptation matérielle pour la pratique sportive des sportifs en situation de handicap. Et en milieu scolaire, on fait à peu près la même chose. On sensibilise, donc on se déplace aussi avec des sportifs en situation de handicap qui viennent témoigner de leur propre parcours, leurs contraintes, facilité ou difficulté de pouvoir intégrer un club, de leur pratique au quotidien, de tout leur quotidien au final. Et voilà. En général, quand on intervient en milieu scolaire, c'est sur le temps scolaire, c'est vraiment sur le volontariat des écoles quand il y a un projet au sein de l'école lié à l'handicap en fait. Et donc même chose, on se déplace avec des sportifs handi qui vont témoigner. On a des petits supports PowerPoint, vidéo sur chaque sportif qui se déplace avec nous, donc qui crée aussi l'échange avec les enfants. Et les enfants sont tellement, même en collège, spontanés sur leurs réactions que il y a toute question sans aucun tabou qui se pose aux sportifs en situation de handicap présent. Et puis on revient en général dans un second temps où là on met les élèves en situation de handicap sur de la pratique.
que ce soit les tester sur du basket fauteuil, sur des parcours de maniabilité en fauteuil, de la technique de guide, pourquoi pas apprendre de la technique de guide quand il y a aussi des enfants malvoyants au sein des classes. On essaye toujours de sensibiliser par rapport en fait à ce qui se passe aussi dans l'école. Donc il y a un échange en amont avec les collègues enseignants qui nous sollicitent aussi, savoir aussi leurs commandes, je dirais quelque part, par rapport au champ du handicap et sur quel type de handicap ils veulent traiter. Bon, parfois c'est vraiment sur tous les panels, que ce soit du handicap moteur, sensoriel, mental, trouble psy. Donc on a vraiment aussi tout ce panel-là de sportifs en situation de handicap à nos côtés qui essayent vraiment de répondre présent sur tous ces temps de sensibilisation. C'est vraiment sur du bénévolat en plus de ces sportifs-là. Donc c'est un réel engagement et effectivement, au final, pour aller plus loin, on parle du sport et du handicap, on sensibilise sur cette pratique qu'on peut faire aussi en mixité, valide et sportif en situation de handicap. Mais après, pour aller plus loin aussi, de manière plus générale, au final, on traite sur le vivre ensemble. Alors, je dirais, au départ, il y a peut-être une petite appréhension, peut-être par méconnaissance. Alors, c'est les écoles qui nous sollicitent, donc c'est déjà, il y a un volontariat, c'est les écoles qui s'inscrivent sur ce projet-là qu'on lance avec l'éducation nationale. Mais c'est quand même une réelle envie de l'école. Alors, je dirais qu'au départ, il y a peut-être une petite appréhension, et puis au final, par méconnaissance, par peur, parfois du handicap, mais au final, dès que les échanges commencent à se créer, les enseignants, les élèves, alors si on vient 2 fois, 3 fois au sein de l'école, ils aimeraient pouvoir pérenniser l'action et aller encore plus loin au final dans la démarche de sensibilisation, quoi. L'objectif, c'est de montrer que les personnes en situation de handicap, là je parle même pas de sportifs, je vais vraiment dire les personnes en situation de handicap, au final, après on va revenir à la loi de 2005, mais devraient pouvoir avoir un accès à tout, comme tout un chacun au final. C'est, là je parle de manière plus générale, mais en termes d'accessibilité, que ce soit le sport, que ce soit les études, que ce soit pouvoir trouver un emploi, se construire une maison, après, de manière plus générale, sur tout ce qui est citoyenneté au final. L'idéal, alors si on en revient à l'éducation et peut-être plus après éducation nationale, ça serait que les enseignants également soient formés sur le handicap, puisqu'effectivement nos sensibilisations, si on est aussi un peu victime quelque part de notre succès par rapport à ces sensibilisations sur la thématique du sport et du handicap en milieu scolaire, c'est que les enseignants manquent eux-mêmes de billes et ne sont pas formés sur le handicap. Alors même avec les accompagnants à la vie scolaire, les AVS ne sont pas formés non plus sur le handicap. Donc quelque part je trouve ça fort dommage. Donc comme quoi il y a encore du boulot en ce domaine-là et comme quoi les sensibilisations me paraissent vraiment primordiales et nécessaires, puisqu'on n'est pas encore, je dirais, dans une généralité. Où le handicap, où les personnes valides et handicapées, je dirais, sont traitées sur le même piédestal. Et l'idéal, ce serait qu'on en arrive là, quoi. Alors, effectivement, toutes ces actions de sensibilisation qu'on peut mener, c'est également grâce aux partenaires qui nous soutiennent sur toutes ces actions-là. Notamment, je vais remercier quand même la direction départementale de la cohésion sociale qui nous aide énormément, le département de l'Eure, on est subventionné par l'ANS, donc le CNOSF, l'ANS c'est l'Agence nationale du sport, et puis on a tous nos partenaires comme l'UCEP, l'UNSS, le sport scolaire, que ce soit en primaire ou dans le secondaire, et puis les comités départementaux handisport, les comités départementaux, comité départemental du sport adapté. On a la CPAM qui nous aide financièrement également sur les handipassports, c'est une aide directe à la prise de licence pour les sportifs en situation de handicap. Et puis un partenaire, la mutuelle d'action sociale des finances publiques qui nous aide sur